Donc, sans plus tarder, la conférence suivante s'intitule Féminisme, vertu et carriérisme, plaidoyer pour un universalisme de gauche face à la polarisation identité. Carl Boileau, auteur et blogueur. Il est horticulteur, enseignant en formation professionnelle, ainsi qu'auteur et blogueur depuis près de 20 ans. Ses écrits portent sur la polarisation du débat public, les transformations de la gauche contemporaine et les conditions de reconstruction d'un espace politique commun dans une perspective social-démocrate et universaliste. Ancien conseiller municipal écologiste à Montréal et parmi les premiers élus de Projet Montréal, il s'intéresse aux milieux de vie, tant naturels que sociaux et politiques. Accueillons M. Carl Boileau. Bon, mais bonjour à tous. Je vais juste vérifier si le PowerPoint il fonctionne. Comment ça marche, ça, Stéphane? J'appuie sur Play. Là, c'est l'image. Ouais. C'est l'image entre les présentations. Là. Vous allez voir, c'est assez fameux. J'ai passé mon discours dans une nouvelle intelligence artificielle qui m'a créé un PowerPoint assez incroyable. Je suis comme, wow, c'est un truc bêta de Google. Là. Ça sent bien, c'est en train de tout changer. La présentation de monsieur? Ben bon, en attendant, merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci Muriel pour l'invitation, franchement. Mais merci aussi pour tout le travail que vous faites comme association. Parce que ce genre d'espace aujourd'hui ne tient pas tout seul. Il faut que des gens décident que certaines conversations méritent d'être tenues. Et c'est ça, un espace intellectuel comme on a, c'est vraiment nécessaire là, dans le contexte actuel. Puis on va essayer d'en parler en profondeur. J'espère que ma voix est correcte. Là, je couvre un petit rhume, là, donc ça se peut que j'aie de la misère dans les aigus, mais bon, on continue. Fait que moi, je viens de la gauche, je tiens à le dire. Vous allez voir, je vais parler un peu de mon parcours. C'est pas tant que je veux parler de moi, c'est pour me backer parce que mes sujets sont un peu polarisants et sensibles et tout ça est filmé. Donc, et ça donne aussi beaucoup, ça va vous expliquer un peu ma vision des choses parce que ça m'a coûté cher d'être loyal à la laïcité, étant donné que je venais de la gauche. Donc, pour mon petit parcours, je me suis politisé, ça paraît pas, là, je suis vieux. Après la défaite du premier référendum, mon père était président au MNQ, il a aménagé dans le plateau. Puis très rapidement, il a intégré l'équipe de Gérald Godin, qui était quand même, qui avait déjà son aura là, historique et légendaire. Puis mon père, pour me forcer à mettre la main à la pâte du projet, parce qu'il fallait déjà relancer le prochain référendum, il m'a mis comme de facto facteur pour les membres du Parti québécois dans le plateau. Fait que j'en ai fait des adresses pendant plusieurs années comme jeune garçon jusqu'à préadolescent. Puis c'est vraiment comme ça que non seulement dans l'action, j'ai intégré le mindset du militant, mais surtout que je rencontrais plein de personnes en porte-à-porte qui me parlaient. Il n'y avait pas de courriel, il n'y avait pas d'Internet, qui me voyaient comme un représentant du député, que j'ai jamais osé parler. Hein. Moi, j'étais trop jeune et intimidé là, quand Gérald y passait. Mais tout ça pour dire que ce rêve-là d'avoir un pays, mais dans la vision de Gérald, qui était quand même précurseur d'un nationalisme oserais-je dire, peut-être plus civique, ou du moins très orienté par l'inclusion parce qu'on était dans un quartier multiethnique. Puis c'était quand même, malgré la défaite en 95, c'était quand même une fierté pour nous dans le plateau d'arriver à un résultat d'en haut de 60% dans un quartier multiethnique. Fait que ça m'habite, ça m'a beaucoup habité. Puis quand on a fondé Projet Montréal, je suis un des fondateurs, j'étais animé encore par cette vision-là pour mon quartier. Et d'ailleurs, parlant de Projet Montréal, je tiens à saluer mon ancien collègue Dominique Courtois parce que c'est avec lui qu'on a fondé la première association de quartier dans le plateau. C'est grâce à son salon qu'on a réussi à organiser tout le début de cette belle aventure. Puis nous, on le sait, mais je tiens à le dire, tu es un gars de Londres. Puis si c'était pas de toi, Dominique, j'aurais jamais gagné cette élection-là. Fait que je suis vraiment content de te le dire. Tu m'as supporté... Tout était à faire. C'était vraiment éprouvant. Les gens n'ont pas compris comment j'ai réussi à devenir le premier élu de Projet Montréal puis de laisser mon chef à Richard. Mais tout ça pour vous dire que je viens de la gauche. Puis là, il est arrivé Lucien Bouchard qui nous a imposé un peu un virage néolibéral, surtout qui a mis en sourdine l'option souverainiste. Fait que là,
tous les gens à gauche dans le Parti québécois, on était comme un peu orphelins. Puis on s'est dit, ben là, s'il n'est pas pour avancer côté social-démocratie, de nous, ce qui nous parle, ben on va s'organiser ailleurs. Puis c'est là comme ça que j'ai rencontré Paul Clich, puis on a créé le bordel dans une partielle en 2001, on a fait perdre le PQ. C'était le début de la coalition pour la gauche, puis on voulait unir c'est plein de chapelles, vous le savez. Fait que là, j'ai rencontré Amir, puis là, on a fait l'UFP, qui était déjà difficile parce que c'était le rap avant, puis là, il fallait unir des partis de gauche. Puis là, mettez-vous dans le contexte, en 2001, c'est vraiment la mondialisation qui fait parler les militants de gauche avec le Sommet des Amériques qui allait arriver à Québec. Et d'ailleurs, je vous invite à aller sur mon blog, j'en parle de long en large. C'était probablement un de mes plus grands souvenirs cette fin de semaine-là. Mais tout ça pour dire que je suis très, très à gauche. D'ailleurs, parlant du Sommet des Amériques, je tiens à rappeler, parce que ce combat-là, la gauche contemporaine, elle l'a en grande partie oublié. Et à l'époque, on s'opposait à un projet de mondialisation néolibérale très concret qui fragilisait la souveraineté démocratique des peuples. Où on défendait quoi? Le rôle des États et oui, le respect des frontières. Les fameuses frontières. Mais pas comme des murs, mais comme des cadres démocratiques, des leviers pour protéger nos lois, qu'elles soient démocratiques, écologiques, sociales ou culturelles. Or, aujourd'hui, la même gauche nous explique que ce qui nous protégeait hier, génial, serait maintenant une forme de fascisme, c'est-à-dire protéger nos frontières. La volonté de préserver ces cadres est caricaturée comme du repli, de la xénophobie, voire des fois même on entend du racisme. Et c'est là que le basculement est profond. Une partie de la gauche a peu à peu remplacé la critique des structures du libre-échange, de la concentration du pouvoir, de la logique marchande, par une gestion symbolique des identités, des postures et des appartenances. Par où? Par là? C'est la deuxième slide, ça? Génial. À moins que je l'ai avancé. Ben oui, c'est ça. OK, on va dire. Elle a oublié le béton du réel. Donc, elle s'est passionnée pour le théâtre moral. Fait que c'est là qu'on en est rendu. Désolé, je vais un petit peu avancer. Bon, c'est ça. Finalement est arrivée la fameuse charte, la charte de la laïcité. Au début, c'était la charte des valeurs. Là, j'aimais pas bien ça, non, mais à un moment donné, on a jasé avec des gens. Tranquillement, ils ont fini par assumer la laïcité. Puis là, moi, à partir de là, je veux dire, moi, je suis d'accord. Puis là, à un moment donné, la partisanerie, on s'en fout. Là, c'est des idées. C'est un concept vraiment important pour moi. Puis ça m'a coûté cher d'être loyal à mes convictions. J'ai commencé à avoir des gros débats. Puis les gens, ils sont conformistes. Ils marchent surtout dans les partis. Là, c'est un peu comme un banc de poissons. Puis des fois, quand on assume nos idées, oh boy, ça peut faire mal. Mais moi, je suis de même, là, tu sais. Puis je me rappelle la première fois que je me suis fait traiter de raciste, c'est par l'ineffable Haroun Bouazi. Il était derrière sa page anonyme, là, ben, plus ou moins, on savait que c'était lui. Là. Ça s'appelait très mal nommé Amal, Association des musulmans arabes pour la laïcité. Haroun est une personne que j'ai connue personnellement et je vous le dis, il est extrêmement intelligent. C'est vraiment pas c'est quelqu'un qui gère beaucoup d'agendas. Bref, il mène large. Et quand on se fait traiter de ce mot-là, en tout cas moi je m'en rappelle, ça tétanise. Surtout quand, avec l'Internet, là, ça commençait, il y a des likes, puis tout, puis des partages, des screenshots. Des fois, il y en a même qui changent les propos. Je sais que Mathieu Bock-Côté se fait souvent changer ses propres phrases pour dire des affaires épouvantables, déjà que c'est sensible ce qu'il dit, mais ça fait peur. Je me rappelle de ce traumatisme-là, mais j'ai tenu tête, parce que pour moi, la laïcité, c'est pas raciste. Donc, je vais y revenir, hein, parce qu'on va parler de la guerre des étiquettes un peu plus tard. Fait que, autrement dit, peu importe ce que vous dites, il y a toujours quelqu'un qui va décider ce que vous êtes. On ne débat pas pour comprendre, on étiquette pour disqualifier, souvent sans même avoir lu de quoi il en retourne. Fait que je me pose la question aujourd'hui, depuis quand le fait de s'opposer à des privilèges religieux dans le cadre de l'État serait-il lié à une race quelconque? Une religion, c'est pas une race. Une pratique religieuse n'est pas une essence biologique. Défendre la neutralité de l'État n'est pas une hostilité envers un peuple en particulier.
Donc, c'est une exigence civique et au fond, une exigence d'égalité. Comment dire ici, vu qu'on en parle, que jaillit fondamentalement le racisme? Fondamentalement. Puis c'est parce que jaillit le racisme que jaillit le racialisme. Parce que ça remplace la personne par une naissance, parce que ça détruit l'égalité à sa racine. Et c'est précisément pour ça que je rejette ce truc-là. Là. C'est une logique. Parce que ça réinstalle au centre du jeu politique la logique raciale que je combats depuis tout le temps. Donc, on se dise une fois pour toutes, de gauche à droite, il n'y a pas de bon ou de mauvais racisme. C'est tout le temps mauvais. Il y a des logiques raciales, puis je les rejette purement et simplement. C'est même pas, ça n'a même pas été intellectualisé, c'est non. Cela dit, en passant, ben c'est ça. L'année dernière, on me parle d'évolution. Là, je fais un petit, vous allez comprendre la twist. J'ai passé pour l'élection fédérale la boussole là, de Radio-Can. Faites attention, hein, ils prennent toutes vos données, là, puis ça va au fédéral. Là, mais moi, je suis trop curieux. Là, mais c'est surtout que je l'ai fait depuis genre 15 ans. Fait que ça me permet d'évaluer ma propre évolution dans tout ça. Puis j'ai toujours été très à gauche. Maintenant, manifestement, plus de centre-gauche. Puis là, l'année dernière, bang, pile au centre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé? J'ai-tu vraiment changé mes idées? Mais c'est les questions qui ont changé. Vous allez regarder ça, tout ce qui nous mettait à gauche avant, mais tranquillement, d'une élection à l'autre, il enlève ces questions-là. Puis là, il nous rajoute des nouvelles lubies intersectionnelles. Puis là, il faut genre se positionner sur ces questions-là. Puis bon, des fois, je suis un peu réactionnaire parce que je ne suis pas rendu là, ou du moins, je ne suis pas intéressé par ces enjeux-là. Puis je me mets, genre, je ne sais pas où je compte. Puis là, tout d'un coup, il me place à droite, un peu plus vers la droite. Est-ce que ça veut dire que je suis vraiment rendu plus à droite? Personnellement, j'en suis pas sûr. Mais de toute façon, c'est pas la fin du monde. Hein. Vous savez, gauche-droite, là, c'est pas des équipes sportives. Là. Je veux dire, à un moment donné, on conduit une société, puis des fois, il y a des écueils, on discute, on passe ça à gauche, on passe ça à droite. Tu sais, moi, je m'empêche pas d'évoluer d'un côté ou de l'autre, là, selon les enjeux. Je suis ouvert. J'ai pas une étiquette à défendre là-dessus. Mais je suis tout le temps en réflexion. Donc, maintenant, l'égalité. Est-ce que je suis rendu à l'autre slide, là, des fois? On y arrive au plancher de béton. Fait que je ne suis pas ici pour défendre une posture, là, je suis ici pour défendre un principe, puis ben, c'est ça, c'est l'égalité. Tout ce que je parle présentement dans mon discours, c'est l'égalité. J'en viens à ça. Je n'avais pas encore cheminé là-dessus. Quand Muriel m'a invité, j'étais, c'est sûr que j'écris beaucoup. Mais je suis dans un processus avec mes articles. Je sais plus ou moins vers où je m'en vais, mais je suis en train d'écrire un essai, dans le fond. Puis c'est pour ça que j'ai pris un long titre pompeux là, pour la conférence, parce que je ne savais pas encore de quoi exactement canaliser mon message. Mais là, le fil conducteur, c'est vraiment l'égalité. Et même là, je parle beaucoup de féminisme, puis c'est un sujet que, dans ma vie, je n'avais jamais abordé. Parce que pour moi, le féminisme, ben, c'est comme un genre de logiciel de software, Windows, un système d'exploitation. C'est carrément dans mon système. Je me pense à l'égalité homme-femme, ça va de soi. Hein? Je veux dire, j'ai pas besoin de faire tellement de vertus puis en parler. Pourquoi, là, tout d'un coup, je me suis mis à en parler? Mais c'est parce que je me suis rendu compte que le concept d'égalité est stressé présentement de plusieurs manières, là, qu'on va aller voir un peu plus loin. Dans le fond, je parle comme en tant que féministe universaliste, mais c'est pas ma priorité, je veux pas comme allié, je veux pas faire du mansplaining. Là. C'est vraiment pour moi une manière d'amener la loupe puis de regarder, vous allez voir les disparités au niveau de l'égalité que le féminisme intersectionnel agit sur la société. Puis après, vous allez voir, je fais des liens avec d'autres aspects. Fait que c'est ça. Il faut remettre l'égalité au centre de la vie politique québécoise. Fait que là, mon fameux plancher, je l'aime, cette métaphore-là. Fait que le plancher de béton, là, c'est vraiment une métaphore pour comprendre ce qui est en train de se passer. Il faut revenir à quelque chose de très simple. Habituellement, quand on parle d'égalité démocratique, on s'imagine une fondation, un plancher de béton. Même si la maison tremble, même s'il y a des conflits à tous les étages, ce plancher tient. Parce qu'il soutient tout le monde, parce qu'il porte une idée simple. On est tous des citoyens égaux devant la loi, point. Or, aujourd'hui, j'ai l'impression que ce plancher change de nature, il devient un plancher de verre. Il fissure, il se fragmente, il se fractionne, et chacun peu à peu se retrouver à marcher sur sa propre plaque. Autrement dit, ce qui nous soutenait tous ensemble commence à se morceler. Toute ma conférence tient sur ces 3 idées simples.
Premièrement, l'égalité doit rester le principe cardinal de la société. Deuxièmement, le néo-progressisme. Ça, c'est le mot intellectuel pour dire woke. Là. Ici, je devrais dire ça. Quand on sera entre nous, on pourra dire d'autres choses. Ça fragilise par essentialisation la société. Et il faut remettre donc l'égalité au centre de la vie politique, surtout ici au Québec. Fait que du débat classique, comment on en est arrivé là? Les règles du jeu ont changé. Ah, ça marche. Avant, dans un débat classique, on attaquait l'argument. On se demandait, est-ce vrai, est-ce cohérent, est-ce que la logique tient la route? Aujourd'hui, la première étape du filtre n'est pas intellectuelle, elle est morale. On ne demande plus si une idée est juste, on se demande si la personne qui parle a le droit moral de parler. Le procès n'a pas commencé. C'est ça. Les faits n'ont pas été examinés, la défense n'a pas parlé et pourtant le verdict est déjà tombé. Pourquoi? Parce qu'on a collé une étiquette sur le front de l'accusé en entrant dans la salle. En justice, on trouverait ça scandaleux. Dans l'espace public, c'est devenu presque banal. Des mots comme fasciste, extrême droite, réactionnaire, transphobe, souvent servent de moins en moins analysés, ça sert à cadrer, ça sert à neutraliser, à fermer l'espace avant même qu'il y ait un échange. Donc, parce qu'un débat où le verdict tombe avant le procès, ce n'est plus un débat, c'est une mécanique d'exclusion. C'est ça leur système. Fait que voici un petit exemple très récent, c'est celui de l'Université Laval. Juste pour mieux comprendre, je ne sais pas si vous vous en rappelez, je pense que c'est l'Association du Parti québécois de l'Université Laval. Ils ont invité 3 conférenciers à parler de l'avenir de la nation du Québec. Puis un groupe féministe intersectionnel, il faut le dire, de l'université qui a appelé à annuler, cancel en anglais, la conférence. La raison étant qu'un des invités travaille pour un organisme là, chrétien. Là. Puis donc, ça remettrait en question la question du droit à l'avortement. Ça va loin un peu, là. Fait que, tu sais, c'est même pas ça le sujet. Donc là, ça explique à quel point, au nom d'une peur exagérée, on plaide pour essayer d'empêcher des discussions vraiment importantes en société. Fait que ça, j'appelle ça la contamination par association. Mais d'où ça venait, cette peur-là? Est-ce que vous vous rappelez le fameux projet de constitution? Moi, j'étudie pas là-dedans, là, mais de Jolin Barret. Là. Il y avait comme une volonté de mettre une clause pour garantir le droit à l'avortement. Puis là, ça a fait un genre de tempête dans un verre d'eau. Moi, j'appelle ça le signalement de vérité. En tout cas, Ruba Gazal, elle a beaucoup spiné là-dessus pour essayer de faire enlever ça, parce que supposément, là, c'est de la théorie du complot. Peut-être, moi, je sais pas, là. Moi, de mon point de vue, je trouve ça extrême, là, c'est de faire un procès d'intention à CAQ. Je les aime pas, là, mais tu sais, je trouve ça bizarre, contre-intuitif, de penser que parce que des politiciens veulent mettre un point dans une charte, que c'est pour enlever un droit. Mais tout ça, pour moi, c'est du théâtre politique. Mais il y a des gens qui croient à ça, qui pensent que le droit à l'avortement est en danger au Québec. Ça vient d'où, cette histoire-là? Ben, c'est sûr qu'aux États-Unis, c'est clair que les droits des femmes dans certains États sont en train de reculer. J'en conviens. C'est inquiétant. Mais nous, ici, au Québec, au Canada, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'il y a à part les groupuscules religieux, est-ce qu'il y a vraiment des partis qui mettent ça dans leur programme puis qui en font la promotion? Moi, j'entends pas ça, même pas chez Pierre Poilievre, puis encore moins au Québec, puis le Parti conservateur, avec tous leurs défauts, tu sais, je veux dire, Éric Duhaime, il y a plein de défauts, mais je veux dire, il est quand même assez ouvert socialement. On parle pas de ça au Québec, c'est même pas un point. Là. Pourquoi tout d'un coup, il y a des gens qui montent au front pour essayer de se battre pour ce droit-là? C'est du théâtre. Puis c'est ça qui a énervé les gens à l'Université Laval pour essayer d'annuler une conférence. Fait que ça, c'est comme un peu... Il y a des gens là, qui vivent de ça. Là, on pense à Léa Clermont-Dion. Là, elle a fait un documentaire là-dessus, puis là, elle a fait parler d'elle, puis là, après, tu peux aller à Radio-Canada. Puis là, dernièrement aussi, on va en parler, Elisabeth Lemay. Bon, je la connaissais pas. Elle a fait le tour du web, là, avec une entrevue à Radio-Canada où elle parle des propos misogynes incroyables. Allez les voir, là. Je veux dire, moi, j'en reviens juste pas.
Comment on peut parler d'un groupe comme ça, ouvertement, sur la radio d'État, payé par nos fonds publics, pour dénigrer un groupe. Là. Dans ce cas-ci, c'était les hommes qui prenaient parti en disant que tous les hommes étaient des fascistes potentiels qui seraient radicalisés. En tout cas, c'est absurde, là. Allez le voir. Là. Puis en plus, Rebecca McKinnon, qui est l'animatrice, elle essaie un peu de la recadrer en disant, là, vous allez dire que c'est peut-être pas tous les hommes. Puis là, Elisabeth Lemay, elle retourne ça à l'envers, elle prend l'ascendant sur l'animatrice, puis elle dit, non, là, vous faites partie du problème si vous dites que c'est pas tous les hommes. Imaginez dire ça sur les femmes. C'est non. Puis ce qu'il faut comprendre quand on défend l'égalité, bien, si on accepte qu'un groupe soit pris à partie comme ça ouvertement, bien, ça stresse la logique d'égalité pour tout le monde. C'est pas un gain pour les féministes, au contraire. Ça va provoquer des réactions misogynes de certains hommes qui vont réagir. Puis là, bien, ça démontre un rapport de cause à effet parce que, voyez-vous, il y a vraiment des propos haineux envers Elisabeth Lemay. Oui, mais tu sais, il y a de la provocation aussi. Tout ça, à un moment donné, je ne suis pas encore rendu là, ça va être un de mes prochains articles, mais je pense que c'est relié à une certaine stratégie politique là, qu'on appelle le wedge politique. Là. Il y a comme je pense que le gouvernement libéral cherche des manières de polariser pour essayer, dans une course à 3, 4, d'aller chercher un 5e, 4e mandat. Ils sont rendus à combien de mandats, je ne sais plus. Là. De toute façon, ils ont réussi là, avec toutes les transfuges. Ça a l'air que... En tout cas, je m'écarte un peu, là, mais tout ça, c'est un peu relié. Là. Donc, je suis rendu dans mes slides. Oui, c'est ça. Ça, je l'aime bien, cette analogie-là. C'est comme quand je vous parlais là, tantôt. Là, ça, c'est mon protocole d'exploitation. C'est mon Windows interne. Moi, égalité, ça va de soi. Mais là, tout d'un coup, avec l'intersectionnalisme, ça bug. C'est parce que c'est ça. C'est plus... c'est du cas. On se rend compte aussi, ils sont bien bons pour dire qu'ils sont des champions du féminisme. Mais dans les faits, ils ne sont pas logiques. T'sais, dans le cas de Karima Brick, la chroniqueuse française, elle a pris la défense du Parti québécois qui était traité de fasciste par un trio, là, Alexandre Dumas, Marie-Ève Coton, en tout cas, qui sont appelés par Karima comme étant la gauche radicale. Elle a essayé d'expliquer, ben non, le Parti québécois, c'est pas un parti de fascistes, c'est pas Donald Trump. Et là, à cause de ça, elle s'est exposée, puis elle a été prise à partie dans les chambres d'écho de ces gens-là, puis ils ont fait des commentaires misogynes incroyables. Mais là, ça, c'est des gens qui se disent féministes. Mais comment on peut accepter ça? Je veux dire, moi, si un de mes alliés commence à dénigrer une adversaire à l'autre bord parce que c'est une femme, c'est non. Pourquoi, là, tout d'un coup, c'est accepté? Ben, c'est que dans leur logiciel à eux, ça fonctionne parce qu'ils sont dans le bon camp. Fait que tu as le droit d'être misogyne au nom parce que ça serait une femme supposément d'extrême droite, mais là, c'est tellement dégueulasse, l'association, c'est parce que dans le fond, c'est la compagne d'un chroniqueur connu plus à droite. Comme si elle ne pouvait pas être indépendante d'esprit puis qu'elle n'avait pas sa carrière comme femme indépendante. T'sais. Fait que je trouve ça choquant, puis je lève le flag. Allô, gang, enlevez ça, ces trucs-là misogynes. Là. Puis non, parce qu'elle est désignée comme étant dans le camp du mal et du bien. T'sais. C'est plein d'exemples comme ça qui finissent par dire, mon Dieu, est-ce que ces gens-là défendent vraiment les femmes? Est-ce qu'ils défendent vraiment l'égalité? J'ai un autre exemple. Le truc viral, là, un certain, comment il s'appelle? Mohamed Bekali, je pense. Ouais. Bon, c'est quand même, ça date d'il y a un certain temps, mais ça revient. Là. Puis on le voit dans les médias sociaux, c'est lui-même qui s'est enregistré, parce qu'il fait des clics avec ça. Lui, il se dit victime de racisme systémique parce qu'il roule dans une voiture à 150 000 $, avec les vitres teintées. Là, c'est un genre de petit mafieux. Là. Puis ça attire l'attention des policiers, c'est sûr. Mais bref, il y a eu une interaction avec une policière. C'est tellement misogyne, ces propos. Là, c'est épouvantable. Il traite de... J'ose même pas dire les mots, là, mais il fait des références à l'esclavagisme, puis t'es mon esclave, puis... Là, ça sort, puis où la gauche intersectionnelle pour défendre cette femme-là? Tu sais, là, c'est le silence, ça ne marche pas dans la matrice. Parce que eux, ils n'ont pas, ils n'ont pas... ils vont regarder d'autres critères, c'est des intersectionnels. Ils vont dire, cette policière-là, elle est blanche. Ça, j'ai ça à dire ça en passant. Là, moi, je disais jamais ça, les couleurs de peau avant. Là. C'est comme ça, ça fait partie du nouveau contexte, mais...
Ils vont regarder, il est d'origine maghrébine, donc forcément, il y a comme ça change là, dans leur schéma, il n'y a plus d'égalité. Là, ça bloque, là. On ne peut plus être solidaire avec la femme, en plus, c'est une police. T'sais. Mais c'est en quoi ça... Vous voyez, il y a comme un genre de problème de logique, là. Fait que pour moi, c'est ça, c'est révélateur, tout ça c'est bien révélateur des problèmes d'incohérence, puis on n'est pas à une contradiction près avec les néo-progressistes, là, parce que c'est eux, ils apprennent par dogme, c'est pas la logique, là. C'est de l'égalité à géométrie variable. Donc, parlons d'essentialisation. Je sais que c'est un mot que je tiens à le dire, là, parce que des fois, on ne comprend pas tout le temps dans nos trucs d'intello. C'est quoi? Bon, l'essentialisation, c'est quand on cesse de parler à des personnes pour parler à des catégories. On regarde plus ce que quelqu'un dit, on regarde d'abord ce qu'elle est censé être. Un homme, une femme, une policière, une personne de telle couleur de peau, un racisé, un privilégié, une ou un trans. Et pourtant, cette logique revient aujourd'hui sous des habits progressistes. C'est là qu'on voit à quel point le néo-progressiste stresse l'égalité, parce qu'il remplace l'individu par l'appartenance. On ne protège plus l'égalité, on administre les identités. Et un autre glissement s'ajoute à ça dans la matrice woke, c'est plus vraiment l'égalité qui prime finalement. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est l'équité. Il est là le nœud du problème. Le problème, c'est lorsque l'équité cesse d'être un correctif ponctuel et devient la logique dominante. On n'a plus une société de droits égaux, on a une société de réajustement permanent, de compensation variable et de statuts différenciés. Fait qu'on quitte l'égalité pour des... Et c'est sûr qu'une société qui fonctionne comme ça est tout le temps en stress. Là. Tout le monde tire de son côté, il n'y a plus de logique. Il est là le problème. Puis il n'y a pas de solution avec ce système-là. Là. Il faut revenir à la base. C'est niaiseux, l'égalité. On entend tout le temps ce mot-là, mais qu'est-ce que ça veut dire? À un moment donné, il faut l'appliquer, il faut l'assumer. C'est pas compliqué. Donc, c'est ça. On arrive tranquillement. Excusez, j'ai mêlé mes notes, là. Ça, c'est... Ah oui. Je vais essayer de l'expliquer rapidement. Dans le fond... les woke qui ont besoin du racisme pour exister. C'est ça, là, c'est là le problème aussi. On n'arrive pas avec une solution. Ça fait partie de la matrice pour fragmenter la société, puis nous faire tourner en rond dans des luttes internes, puis nous empêcher de faire société ensemble, puis de faire des changements sociétaux qu'il faut pour assurer nos intérêts. Fait que, c'est difficile. Tu sais, je veux dire, à mon avis, ils peuvent pas... Ça ne peut pas rester comme ça. Je veux dire, à mon avis, c'est ça. Tout ça fait partie du statu quo. Donc, comment je l'écrivais? Là, j'écris mieux que je parle, soit dit en passant. Allez voir mon blog, là, je ne suis pas habitué de parler. Ce que je viens de montrer avec le féminisme intersectionnel, c'est exactement la même dynamique qu'on retrouve avec le racisme. Le racialisme réintroduit donc la race comme catégorie politique fondamentale. Il réhabitue la société à penser en termes raciaux. Il a besoin de racisme comme matière première pour justifier sa raison d'être, ses grilles de lecture, ses inquisitions morales. Donc, le wokisme a besoin du racisme pour exister comme pouvoir moral. Il lui faut des suspects, des coupables, des écarts, des gens redressés. C'est là qu'apparaissent des figures modernes, des inquisiteurs modernes. Je pense à Alexandre Dumas, excusez. Non pas quelqu'un qui débat, ni quelqu'un qui cherche à comprendre, mais quelqu'un qui surveille, qui qualifie, qui étiquette, qui somme, qui excommunie. Il suffit alors de poser une question de trop, de refuser une catégorie, de défendre une procédure juste et l'étiquette tombe. Fasciste, réactionnaire, intolérant, problématique. Là, je le répète, il n'y a pas de bon puis de mauvais racisme. Il y a juste des logiques raciales, puis on n'en veut pas. Et elles demeurent corrosives, même lorsqu'elles prétendent servir le progrès. C'est que le féminisme woke fait à l'égalité entre les sexes, ben le racialisme le fait à l'égalité civique. Fait que voilà, on approche. Là, je voulais parler... ah oui, ça c'est pour nos amis qui font beaucoup de... en tout cas, la vertu, c'est comme un système aussi, mais on va couper. Allez voir mon blog, j'en parle beaucoup. Le mal, il vient de là. Moi, je pense qu'il faut refuser la polarisation américaine qu'on essaye de nous imposer. On se fait coloniser par la gauche, par la droite. Leurs enjeux, je veux dire, c'est un pays que je respecte beaucoup, mais leur histoire, c'est basé sur l'esclavagisme. C'est un traumatisme pour les Afro-Américains.
Ça va être long pour eux. Ils sont pris dans un... Puis ils ont d'autres problèmes aussi. Mais c'est pas notre histoire. Puis moi, je refuse... je sais que là, Émilie Nicolas est bien bonne là, pour essayer d'intégrer le vocabulaire associé aux progressistes américains pour l'intégrer dans la société québécoise, mais ça ne fonctionne pas. Et ça ne nous aidera pas. À un moment donné, il faut penser par nous-mêmes notre avenir, puis on n'est pas obligé de prendre un camp ou l'autre. Moi, je refuse les deux. C'est pas mon combat. Fait que faut faire attention avec ce qui se passe aux États-Unis. Puis moi, je préfère penser le Québec. Pour terminer, la solution, c'est pas de devenir simplement anti-woke, ce serait de remplacer une panique morale par une autre. La solution, c'est de reconstruire un espace commun, un espace. Cet espace-là, il y a un nom pour moi, c'est l'universalisme. On revient aux bases. Et ce plancher, à mes yeux, tient sur 4 piliers, donc l'égalité, l'universalisme, la laïcité, la justice sociale réelle. Et l'égalité parce qu'elle est le fondement, l'universalisme parce qu'il refuse l'assignation, la laïcité parce qu'elle protège le cadre commun, puis la justice sociale parce qu'il faut revenir au réel matériel. Concrètement, ça veut dire revenir au béton, le logement, la santé, les syndicats, les conditions de vie et, oserais-je dire, le nationalisme civique. Là, moi, c'est un gars de gauche qui parle. Là. Je ne dis pas ça pour tout le monde, mais bon, moi, je l'assume. Cela veut dire défendre une laïcité symétrique, un État neutre, un cadre commun. Cela veut dire restaurer la citoyenneté partagée comme point de rencontre numéro 1 et surtout retrouver une autonomie intellectuelle québécoise. La question raciale américaine, donc, c'est pas notre histoire. Le multiculturalisme canadien n'est pas notre modèle. Il nous faut un modèle de convergence, un modèle républicain québécois, une indépendance d'esprit avant même l'indépendance politique. Est-ce qu'on est capable? Fait que je vais terminer par où que j'ai commencé. L'égalité, l'égalité, l'égalité. On la prend trop souvent pour acquise, on la croit installée une fois pour toutes. Or, elle recule dès qu'on cesse de la défendre comme principe non négociable. Si l'universalisme est vraiment la voie pour sortir de la polarisation et rebâtir le plancher commun, alors une question immense reste devant nous. Comment faire entendre ce langage à une génération entière qui a appris à voir le monde autrement? Là, si je veux reculer, voilà. Parce que pour beaucoup de jeunes militants, le vocabulaire de l'intersectionnalité, des biais systémiques, de la validation des identités est devenu leur langue maternelle politique. Là, je parle à beaucoup de nos collègues qui sont dans les universités. Ils sont vraiment matrixés. Là. Alors, la vraie difficulté, ce n'est pas seulement d'avoir raison sur le principe, c'est de réarticuler l'universalisme de manière à ce qu'elle sonne pas comme un rejet conservateur, ni comme une invalidation brutale de leur souffrance. Mais, il ne peut avoir de... Comment dire? Mais la maison ne tiendra pas si la moitié des locataires refusent d'y poser les pieds parce qu'elle ne s'y sent pas respectée. Alors, il faut reconstruire, mais il faut aussi rassembler. Et je vais terminer comme ça. Si les mots changent au point de ne plus porter l'égalité, si les causes changent au point de ne plus défendre symétriquement les personnes, si les outils changent au point de ne plus produire du commun, mais de la hiérarchie morale, alors il faut se poser une question simple. Qu'est-ce qu'on abandonne? Est-ce qu'on abandonne ces mots à ceux qui les redéfinissent ou est-ce qu'on se bat pour récupérer leur sens premier? Pour moi, la réponse est claire. Je ne laisse pas le mot féministe à ceux qui en font un outil d'exclusion. Je ne laisse pas le mot antiracisme à ceux qui réinstallent la race au centre de tout. Je ne laisse pas le mot progrès à ceux qui ont oublié le réel matériel. Je ne laisse pas le mot égalité devenir une variable administrative. Alors, je le redis une dernière fois, l'égalité, ce n'est pas un détail, c'est un fondement. Et si elle devient conditionnelle, alors ce n'est pas seulement le débat qui se dérègle, c'est toute la maison commune qui commence à s'effondrer. Merci. Merci.